Bonsoir et bienvenue dans ce 8e numéro d'Économie. Au sommaire ce mois-ci, une émission spéciale consacrée à l'entreprise au quotidien. Pour cette dernière de la saison, je vous propose de revenir sur le parcours de celles et ceux que nous avons suivis tout au long de l'année dans notre feuilleton. Jean-Michel Pisano, hôtelier à Ajaccio, Annie et Audrey Pirlovise, dans leur création d'une boutique. Thibaut Magnin, apprenti au CFA, une classe de 3e du collège des Padules d'Ajaccio à la découverte de l'entreprise. En leur compagnie et avec d'autres invités à travers des reportages, nous reviendrons naturellement sur leur parcours, leurs projets, leurs rêves, leurs satisfactions, mais également certaines de leurs difficultés. On les retrouve dans un instant. Mais pour commencer, place au JT de l'Écho. Il est signé Sébastien Luciani, très connecté transport ce mois-ci. Une nouvelle page se tourne à la Corsica Ferries. Quelques mois après le décès du fondateur Pascal Lotta, 5 dirigeants de la compagnie maritime ont racheté les parts de certains actionnaires. Ils disent vouloir garantir l'avenir de l'entreprise en Corse. Pérenniser l'entreprise, garantir son périmètre, maintenir l'emploi, conserver ce qui était une volonté de base de Pascal Lotta, qui était d'avoir le siège de l'entreprise à Bastia. Est-ce dû au calendrier électoral? La saison touristique démarre tranquillement dans les hôtels et les campings. Les groupes et les retraités représentent la principale clientèle de ce mois d'avril et mai. Il y a trop de monde en haute saison. Nous sommes retraités. Alors, avril et mai, c'est idéal pour venir en Corse. Le printemps est aussi marqué par le retour des géants des mers dans les ports de l'île. Jusqu'à l'automne prochain, les croisiéristes investissent les rues d'Ajaccio. La ville s'adapte. Au travers de la déclinaison de 3 thématiques essentielles: culture, histoire, art de vivre, parce que c'est très important et c'est ce qui va aussi fonder l'identité différenciatrice de notre territoire insulaire, et c'est important. Des rêves face à la réalité. Relier Bastia à la Sardaigne en 30 minutes, c'est le projet de l'Hyperloop défendu par des chefs d'entreprise corse dans le cadre d'un concours international. Cette navette peut atteindre 1200 km/h et révolutionner le quotidien et les échanges. On fait partie d'un portefeuille de projets qui méritent un examen approfondi et qui vont faire dans les semaines et les mois qui viennent l'objet d'une hiérarchisation en termes de priorité de développement. Autre projet, un téléphérique entre Mezzaville et Aspreto à Ajaccio pour améliorer la circulation en ville. Il pourrait voir le jour en 2021 et jouer la complémentarité avec d'autres moyens de transport. Sur un tracé de l'ordre de 3 km, il faut compter entre 25 et 30 millions d'euros, mais qui sont très largement financés par des financements extérieurs, puisqu'on est sur des projets qui sont très largement liés aux économies d'énergie et qui sont très vertueux en matière de lutte contre la pollution. En attendant la concrétisation éventuelle de ces rêves, l'Assemblée de Corse a adopté son plan pluriannuel d'investissement pour les transports. Il prévoit plus d'1 milliard d'euros sur 10 ans et les principaux chantiers concernent pour l'instant les routes. Une question donc au sommaire de ce 8e numéro d'Économie. Comment se vit l'économie et l'entreprise au quotidien? C'est l'ambition du feuilleton que nous vous avons proposé tout au long de cette saison. Avant de retrouver celles et ceux que nous avons suivis, je vous propose d'accueillir celle qui les a accompagnés tout au long de cette saison. C'est Caroline Ferrer. Bonsoir Caroline. Alors quel était l'objectif de ce feuilleton? Alors déjà, l'idée c'était de se donner du temps long, c'est-à-dire de suivre nos interlocuteurs tous les mois à intervalles réguliers pour vraiment dans des activités très différentes, avec des projets très différents, pour prendre la mesure de l'avancée de ces projets respectifs. Donc voilà, c'était vraiment ça, le temps long. Et du coup, on a pu assister à des étapes où les choses se déroulaient bien, puis à des moments d'angoisse, des moments de stress et de blocage. Et la deuxième idée, c'était vraiment aussi d'inverser le regard. C'est-à-dire que quand on parle d'économie, généralement, on parle plutôt de macroéconomie, on parle de phénomènes, de tendances. Là, l'idée, c'est de partir à la base avec des histoires individuelles. Et être dans le vécu, en fait. Voilà, c'est ça. On part du principe, finalement, que cette somme d'histoires individuelles, celle qu'on a suivie, puis tant d'autres, compose aussi la réalité économique d'un territoire. Alors, naturellement, vous n'étiez pas chaque jour avec eux. Comment avez-vous travaillé pour justement les suivre dans leur évolution? On les a beaucoup appelés, donc on les voyait une fois par mois, parfois un petit peu plus, mais c'est vrai qu'on les avait très régulièrement au téléphone. Et l'idée, on a un petit peu vécu l'avancée des projets avec eux, on a un petit peu angoissé avec eux quand ça n'allait pas bien. Voilà, donc c'est vrai qu'on a créé des liens particuliers. Alors on le sait, il n'est pas toujours facile de parler de son entreprise. Est-ce qu'il a été facile de les convaincre ?
d'accepter? Plutôt, c'est-à-dire que d'emblée, on a eu un contrat très clair. C'est-à-dire, on vous suit chaque mois, mais on sera là tout le temps, quand ça va et quand ça va moins bien. Et le contrat a été validé par nos interlocuteurs et ils ont joué le jeu. Et effectivement, ils nous ont fait cadeau de leur témoignage, même dans ces moments de difficulté. Pourtant, c'est vrai, ça peut être un petit peu souffrir deux fois quand ça va pas fort, d'exposer en plus ces difficultés, d'en parler quand les caméras de VST là, sont là. Mais voilà, on est vraiment satisfait puisque tout le monde était là et tout le monde a joué le jeu. Alors ce soir, nous allons y retrouver dans cette émission, pour commencer, un chef d'entreprise et un personnage, Jean-Michel Pisano, gérant d'un hôtel sur la route des Sanguinaires à Ajaccio. Avant de le retrouver en plateau, retour en images sur une période qui s'étend de la fin de la période estivale 2016 jusqu'à la préparation de l'actuelle saison. Cette année, notre hôtelier Jean-Michel Pisano a été sur tous les fronts. Dans son établissement familial, notre directeur a dû gérer tous les tracas du quotidien. Et d'emblée, nous avons vu que la piscine cristallisait quelques crispations. Urgent, il a lâché là. À la fin de la saison 2016, et loin de lever le pied, Jean-Michel se lançait dans de grands travaux de modernisation de l'hôtel. Le projet, c'est de remplacer donc les plaques solaires là, contre des nouvelles, puisque le système est ancien. Donc on va essayer de faire les travaux d'ici la fin de l'année. En filigrane, le projet cardinal de Jean-Michel restait l'obtention d'une 4e étoile. Et pour cela, il devait répondre à de nombreux critères. Est-ce que vous avez des jeux de société à l'intérieur de votre établissement? Bien sûr, oui. Je compte aussi la salle de projection privée au sous-sol. Tout à fait. Bon, vous n'avez pas de navette privée? Non. Ascenseur? Oui. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Bien sûr qu'il y a un ascenseur. Vous n'avez pas de mini-golf? Non. Les bidets, je crois que vous en avez plus, les bidets. Non. Des aménagements importants. Jean-Michel comprenait qu'il faudrait peut-être quelques saisons afin de les réaliser. Ce qui ne l'a pas empêché déjà dès cette année d'entreprendre un grand relooking de l'établissement. Si je ne suis pas prêt, je ne le ferai pas. Parce qu'en fait, je ne veux pas avoir de mauvais avis. Je veux vraiment être bien pour la demander. Techniquement, je sais que je peux le faire, mais après, c'est au visuel. Il faut que je sois vraiment prêt et au top, on va dire. C'est tout particulièrement sur la piscine que Jean-Michel s'est concentré. Désormais, ultra tendance avec un revêtement gris pour donner un aspect rivière. Coût de l'opération, 70 000 €. Mais avant d'en arriver là, il aura fallu endurer quelques péripéties. D'après la personne qui s'occupe des travaux, me dit que le bassin est encore trop humide. Parce qu'on a souvent des pluies. Et il ne peut pas intervenir tant que c'est pas sec. Donc j'ai ce souci depuis, ça me fait perdre du temps. Ah ouais. En avril, l'activité de l'hôtel redémarrait avec un remplissage conséquent. Mais vous voulez visiter la ville? Oui, on va se balader un petit peu. Ouais. Jean-Michel cherchait à recruter des saisonniers pour renforcer son équipe de 12 collaborateurs permanents. J'ai besoin de femmes de chambre à partir du 1er mai pour la saison estivale. De mai à octobre. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un essai quand vous voulez. Honnêtement, je préfère recruter sur place. Déjà, je veux faire travailler les gens d'ici. Et ensuite, je n'ai pas de moyens pour loger les personnes qui pourraient être susceptibles de venir du continent. Il y a quelques jours, nous retrouvions notre hôtelier dans les toutes dernières finalisations de la décoration, avec l'installation d'un mobilier plus moderne dans la salle à manger. Là, on va mettre quoi finalement? Où ça? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ça, vous reculez tout. Malgré les échéances électorales qui auraient pu freiner les réservations, le printemps se présente sous de bons augures. Sur les réservations, nous sommes très bien. D'accord. Parce que vous étiez plus inquiet il y a un an ou deux. C'est vrai. Et là, donc, du coup, vous êtes finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Ah oui, complètement. On a sur le mois de mai un bon chiffre qui se en prévision. Travaux finis, inquiétude dissipée, il ne nous manque plus qu'à souhaiter à l'équipe de la Pinède une très belle saison 2017. Merci.
Merci donc à toute l'équipe de la Pinède de nous avoir accepté tout au long de ces semaines. Jean-Michel Pisano, le gérant de l'hôtel, va nous rejoindre sur ce plateau avec à ses côtés Gérard Jodineau. Ils sont en train de venir donc sur ce plateau. Gérard Jodineau qui est également hôtelier à Ajaccio et président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonsoir messieurs, bonsoir. Je vous laisse vous installer. La première question sera pour vous, Jean-Michel Pisano. Pourquoi avoir accepté que l'on vous suive tout au long d'une année? Tout simplement le côté sympathique. Je ne connaissais pas, donc j'avais envie de le faire. Est-ce que ça vous a permis aussi de faire découvrir ce qu'est le véritable métier d'un hôtelier? C'est-à-dire que l'hôtellerie, on y pense toujours pendant la saison estivale. Elle est importante, cette intersaison entre le mois d'octobre et le mois d'avril? Oui, elle est importante, notamment, c'est sûr que c'est aussi difficile pour nous de travailler l'hiver. Alors on se prépare, je dirais, pour la saison, puisque les saisons estivales sont beaucoup plus importantes. Pardon. Gérard Jodineau, est-ce que l'établissement de Jean-Michel Pisano est représentatif en quelque sorte de la structuration de l'hôtellerie aujourd'hui en Corse? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir, d'abord, l'hôtellerie corse, qu'est-ce que c'est? L'hôtellerie corse, c'est aujourd'hui 469 hôtels. Hein? Et si on prend les hôtels, j'allais dire, certifiés, parce qu'il y a des hôtels qui ne sont pas classés. Mais si on prend les hôtels certifiés, c'est 369 hôtels, 2 900 000 nuitées. C'est quelque chose d'important. Et surtout des 3 étoiles, comme vos 2 hôtels d'ailleurs? Alors il y a pas mal de 3 étoiles, effectivement. Pas mal de 3 et de 2 étoiles sur la Corse. Les 4 étoiles se sont bien développées. Aujourd'hui, nous avons également des 5 étoiles. Sachant que pour les 5 étoiles, c'est un peu plus difficile parce que c'est une véritable compétition à l'international aujourd'hui. Hein, et nous n'avons pas les mêmes charges que si on va comparer l'île Maurice, par exemple. Hein, que ce soit sur le plan des salaires, que ce soit aussi au niveau de la desserte aérienne. Il y a de très très grosses différences. Sur l'île Maurice, on a affaire à des lignes régulières qui transportent des touristes à partir du monde entier. Donc ça, c'est quand même important. Avant de revenir justement sur la situation générale, Jean-Michel Pisano, votre hôtel aujourd'hui, c'est combien de salariés à l'année, combien de saisonniers et quel volume d'activité? Alors, à l'heure actuelle, nous rentrons dans la saison, donc je suis à 14 salariés, 2 saisonnières, donc c'est surtout sur les parties femmes de chambre, puisque comme l'hôtel est ouvert à l'année, j'ai un personnel qui est là depuis plusieurs années. Donc je ne recrute pas. On a vu que vous avez effectué quand même des investissements importants cette année. Est-ce que ce sont des investissements auxquels vous avez pensé il y a déjà plusieurs saisons et vous avez préparé ça depuis plusieurs temps maintenant? Oui, alors chaque année nous faisons des travaux pour entretenir, mais cette année je voulais mettre un grand coup, donc j'ai dit nous allons refaire la piscine, refaire aussi en partie l'hôtel. Donc il fallait absolument le faire, parce que l'hôtel est quand même assez âgé maintenant. Donc en plus c'était un challenge et aussi pour essayer de pérenniser l'entreprise. C'est un établissement avec combien de chambres? Nous avons 38 chambres et un appartement. Gérard Jodineau, est-ce que les difficultés que peut rencontrer Jean-Michel Pisano sont également représentatives d'une certaine façon de ce à quoi sont confrontés les hôteliers aujourd'hui en Corse? Oui, évidemment. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une compétition mondiale. On parlera, je pense, après un peu du numérique. Donc, comme nous sommes dans une compétition mondiale, qu'est-ce qui se passe? Mais les clients, ils comparent. Et nous sommes tenus aujourd'hui d'apporter en permanence des modifications dans nos établissements. Si nous voulons rester up-to-date, comme ils disent les Anglais. Alors, tout ça, c'est des investissements qui sont importants. Alors, pour faire des investissements, il faut qu'il y ait des marges. Aujourd'hui, une des grandes problématiques de l'hôtellerie en général, c'est de pouvoir dégager des marges. Pourquoi? Je vais faire une petite parenthèse avec Airbnb. Aujourd'hui, il y a dans le net... Airbnb, on le rappelle, qui est une plateforme qui propose donc de la location de particulier à particulier, tout à fait. À la semaine, voire même à la nuit. Tout à fait, tout à fait. Alors voilà, vous avez dit le mot qui fâche, c'est-à-dire location à la nuit. Dans le passé, le locatif se louait à la semaine, au mois, à la quinzaine. Aujourd'hui, que ce soit les chambres d'hôtes ou les appartements, ils sont loués à la nuit. Donc ils entrent directement en concurrence avec l'hôtellerie, sans en avoir
sans avoir les problèmes. Pour vous, donc, ce n'est pas une question de taxation, par exemple, sur les revenus que peuvent dégager Airbnb pour les particuliers, mais plus une concurrence déloyale en termes de charges? Tout à fait. C'est une concurrence déloyale à tout point de vue. À tout point de vue. Il faut que vous sachiez quand même qu'un hôtel, à partir du moment où il a 6 chambres, il est classé ERP. Qu'est-ce que ça veut dire? Établissement recevant du public. Alors là, vous avez la double peine. Vous avez tous les contrôles légaux, c'est-à-dire tous les organismes de contrôle agréés vont venir chez vous. Ils vont vous contrôler l'électricité, ils vont vous contrôler le fioul, ils vont vous contrôler la chaufferie, les ascenseurs, la climatisation. Tout ça, c'est des sommes importantes. On parle à chaque contrôle, on est entre 800 € et 1500 €. Donc c'est quelque chose de très important. Qu'ils n'ont pas. Je ne parle pas de la commission de sécurité. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais ils viennent chez vous tous les 3 ans. Et tous les 3 ans, ce sont de lourds investissements. Un autre investissement qui a beaucoup pesé dans la balance des hôtels, c'est évidemment l'accessibilité. Les différentes lois concernant les handicapés nous ont obligés évidemment à faire de lourds investissements que le client lambda ne sent pas. Jean-Michel Pisano, comment vous fonctionnez, vous, pour les réservations? Vous avez vu une évolution de plus en plus par Internet, ou vous êtes encore en direct, ou par le biais de plateformes, voire même les fameux Booking et autres sites comparatifs? 90% maintenant, c'est par Internet. Très peu maintenant. En direct ou via, effectivement, via des Booking, plateformes? via des plateformes. Ça veut dire que vous l'avez intégré dans votre modèle. Est-ce que ça vous a apporté une clientèle supplémentaire? Est-ce que vous avez été obligé de faire aussi des concessions en termes de marge, réduire vos marges? On a réduit nos marges, puisqu'ils sont, on peut le dire, jusqu'à 20% de marge sur nous. C'est trop lourd, mais c'est incontournable pour moi. Alors, juste un petit mot pour parler des OTA, donc les agences de tourisme en ligne, les agences de voyage en ligne. C'est ça l'OTA. L'OTA, il a fait quoi? L'OTA, d'abord, les hôteliers, c'est vrai, n'ont pas vu venir le coup. Les OTA, ils ont fait quoi? Bien, les OTA, ils ont fait des listings au niveau international. Ils peuvent vous présenter 10 000, 20 000 hôtels. Donc, c'est pratique pour quelqu'un qui veut chercher. Et puis, le téléphone portable mobile s'est développé. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend le mobile, on regarde la liste des hôtels, on regarde si les prix conviennent, on réserve en ligne. Parce que, aussi, ce que beaucoup d'hôtels n'avaient pas fait jusqu'à ces quelques jours, c'était d'avoir la réservation en ligne. C'est essentiel. On estime à peu près à 50% de réalisation si, lorsqu'un client est allé dans le net, a vu votre établissement et qu'il peut acheter en ligne. Donc, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, ça va plus loin. Parce qu'aujourd'hui, le client avec son mobile, il arrive devant la porte de l'hôtel chez Jean-Michel par exemple, il prend son mobile, il regarde, il dit il a des chambres disponibles. Il regarde le prix, il réserve en ligne chez Booking, puisque vous avez parlé de Booking, il rentre dans l'hôtel, il dit j'ai réservé une chambre. Nous, on ne l'a même pas reçu encore. On voit donc que c'est un modèle qui va très très vite. Aujourd'hui, on est en pleine campagne électorale et on conclura là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle mandature qui se met en place, des nouveaux parlementaires et du nouveau gouvernement qui sera nommé? Si Jean-Michel me permet, il pense comme moi. Évidemment, il faut moraliser tout ça. L'ubérisation, c'est quelque chose qui paraît un peu innocent, mais c'est quelque chose de terrible. J'allais dire, c'est la casse des entreprises, en quelque sorte. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on nous aide un petit peu. Donc l'Agence du tourisme de la Corse peut grandement nous aider, évidemment. Ensuite, nous avons la chance d'être dans une île, donc nous avons des compagnies aériennes qui sont de très belles compagnies comme Air Corsica. Je crois qu'aujourd'hui, si on arrivait à relier la réservation des billets d'avion d'Air Corsica à un listing d'hôtels qui sont listing Corse, non pas la liste de Booking.com, comme ça se passe actuellement, on arriverait à avoir de la réservation. En résumé, nous, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est apprivoiser le net en faisant venir chez nous d'une façon ou d'une autre, et on le peut par les comparateurs de prix, les clients réservés sur nos sites en direct. Directement. Alors, d'un mot, très rapidement, cette saison, comment s'annonce-t-elle, Jean-Michel Pisano? Alors, j'espère qu'elle s'annonce bien. Pour l'instant, le mois d'avril est correct. Début mai, un peu plus calme. Mais là, je pense qu'on devrait avoir une bonne saison. Gérard Jodino, vous confirmez? Alors, sur le plan général, chaque année où nous avons des élections majeures, comme une présidentielle ou des législatives, il y a un retard de réservation qui se fait. Je ne garantis pas qu'au mois d'octobre, on retrouvera tous ces gens qui ne sont pas partis.
mais en tout cas, c'est une expérience générale. Nous, on avait misé un peu sur la clientèle étrangère qui, elle, ne votait pas. Merci, messieurs, d'avoir été nos invités sur ce plateau d'économie. On vous souhaite une bonne saison 2017. Le parcours parfois sinueux et complexe des créateurs d'entreprises. Toute l'année, nous avons suivi Annie Pierre-Lovise et sa nièce Audrey. Elles ont décidé d'ouvrir une boutique de produits en vrac dans le centre-ville. Dans un instant, Annie Pierre-Lovise va nous rejoindre sur ce plateau. Mais tout d'abord, retour en images sur leur parcours. Les sourires radieux d'Annie et d'Audrey. Bienvenue. L'épicerie de Vrac vient enfin d'ouvrir ses portes et les clientes sont au rendez-vous. Elle a tout, elle a pas mal de choix. Mais pour en arriver à cet heureux épilogue, le parcours de nos entrepreneuses a été semé d'embûches. Souvenez-vous, en septembre dernier, dans ces mêmes locaux, elles tenaient une boutique d'accessoires de mode. Elles avaient dû d'abord liquider tout le stock. Quant au financement, nos entrepreneuses obtenaient rapidement une aide de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, soit à près de 40 000 € à taux zéro via la CADEC. Alors que tout semblait bien parti, s'amoncelait les premiers nuages. Les banques, en fait, je ne pensais pas qu'on allait nous refuser, que tout allait nous refuser le prêt, bon, sauf le crédit agricole, bien sûr. Et ensuite, ça a été même pour le choix des fournisseurs, des produits, ça a été très long, ça a été des mois de travail, de recherche. Le choix des fournisseurs, pas simple quand il s'agit de démarrer une toute nouvelle activité. Au cœur de l'hiver et privés de revenus, nos entrepreneuses et leurs amis se lançaient dans la sélection de leurs futurs produits. Elles sont à quoi, les pennes? Alors, les pennes, elles sont à la farine d'avoine, pardon. Oui. C'est pas mal quand même, moi j'aime bien. Hein. Alors, les spaghettis, c'est aux lentilles de corail. Ah, moi, les lentilles de corail, déjà, j'aime. Donc ça, vous avez aimé, alors. On peut passer au Spirumix. Alors moi, ça me plaît, par contre. Ça change, vraiment. Parallèlement, il fallait aussi gérer les contingences administratives, comme la renégociation du bail commercial. Annie et Audrey avaient dû faire appel à un office notarial. Le bail, il faut, bien entendu, en raison de cette nouvelle activité, modifier un grand nombre de conditions que nous avions mis dans l'ancien bail. D'accord. Il va y avoir des travaux qui sont importants. Les travaux, justement, l'embûche majeure au projet. Les retards s'accumulant, l'ouverture prévue initialement en décembre aura été différée jusqu'à mi-avril. Aujourd'hui, nos entrepreneuses peuvent être fières. Elles sortent enfin la tête de l'eau, mais à quel prix ? En fait, on ne peut pas se permettre de fermer. C'est pour ça qu'on a des horaires larges. Donc, on est quand même ouverte tous les jours de 8h à 13h30, de 16h à 19h30. Et le dimanche, de 9h à 13h30. Il n'y aura pas de vacances pendant 6 mois déjà, à peu près. Je pense qu'il n'y aura pas de vacances, non. Annie et Audrey ont même fait un apport personnel de 20 000 €. Heureusement pour elles, l'activité devrait devenir rentable dans quelques mois. Effectivement, une histoire à suivre. Et comment se déroule donc cette ouverture de cette épicerie en vrac? Pour y répondre, j'accueille maintenant Annie Pierre-Lovise, l'une des créatrices de cette boutique dans le centre-ville d'Ajaccio, ainsi que Claire Ciccoline, qui vont donc me rejoindre. Claire Ciccoline, qui est la directrice adjointe de BGE en Corse, une structure d'aide à la création d'entreprises. Pour commencer, Annie Pierre-Lovise, bonsoir et merci d'avoir accepté que l'on vous suive tout au long de cette année. Pourquoi avoir accepté? Est-ce que ça a été difficile de parler régulièrement? On l'a vu avec des moments de joie et puis des moments un petit peu plus difficiles parfois. Alors, on a accepté parce que c'est vrai que ça nous paraissait intéressant de montrer ce que c'était que créer une société et toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer, mais en même temps aussi toutes les aides. Le contact est bien passé avec Caroline. Elle a toujours été à l'écoute, elle nous a toujours appelés, elle a toujours essayé aussi de faire en sorte de ne pas nous gêner. Donc voilà, on trouvait le défi intéressant et en même temps... je pense que ça nous a amené aussi beaucoup plus de visibilité aussi. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Comment fonctionne cette boutique? On a ouvert l'épicerie le 15 avril, ça fait 1 mois aujourd'hui. Et là, on est contente pour l'instant parce qu'on n'a que des bons retours en l'occurrence. Alors après, c'est vrai qu'on n'a qu'1 mois d'ouverture, hein, donc on a énormément
travail à faire et que pour l'instant on n'est pas encore dans nos objectifs, bien évidemment, mais en tout cas on est très optimiste. Alors ce n'était pas votre première expérience en tant que chef d'entreprise. Quelles ont été les difficultés, les particularités de ce dossier par rapport à votre expérience? Alors c'est vrai que jusqu'à présent tout ce que j'avais fait au niveau du commerce, ça avait été assez vite, que ce soit au niveau des emprunts, parce que c'était une activité où il y avait du recul, justement, où les gens, voilà, où la banque, en l'occurrence, n'avait pas de crainte. Là, par contre, pour cette activité, c'est vrai qu'on a rencontré énormément de difficultés du fait du non-recul sur cette activité, c'est-à-dire du fait déjà d'être les premières en ville, en étant 100% au niveau de la vente au poids. Donc ça, c'est vrai que malgré un bon business plan, malgré un professionnalisme de ma part et de la part d'Audrey, voilà, une expérience de ma part, le fait aussi que le fonds m'appartenait déjà au niveau de ma précédente société, pour le coup, on s'est beaucoup battu pour être suivi, parce que justement, il n'y avait aucun recul sur cette activité et que c'est ce qui fait principalement peur aux banques ou aux organismes. Claire Ciccolini, bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, directrice adjointe de BGE en Corse. C'est une association qui aide à la création d'entreprises. Donc vous accompagnez des créateurs d'entreprises. Le cas d'Annie Pierre-Levise et de sa nièce ne rentre peut-être pas forcément exactement dans le type d'intervention que vous faites, mais est-ce que leur parcours est d'une certaine manière exemplaire par rapport à ce que vous vivez au quotidien? Oui, tout à fait. Il est exemplaire à deux titres. D'une part parce que je pense que d'abord c'est une réussite. Ça montre qu'on peut se lancer, réussir, construire son projet. Et en ce sens, c'est un très bel exemple. Mais aussi, je pense qu'il montre à quel point c'est important d'anticiper, de préparer son projet sur tous les aspects, pas forcément que sur le cœur de métier pour lequel on est compétent. Et c'est en ce sens qu'il est important aussi d'être accompagné, d'être épaulé dans ces démarches pour pouvoir sécuriser un petit peu le parcours, parce que ça peut amener des difficultés, pas au quotidien, mais en tout cas par moment et par étape, et notamment quand on est en recherche de financement. Quand on parle justement de création d'entreprise, on pense souvent recherche de financement, démarche auprès des banques, auprès d'autres organismes comme la CADEC, par exemple. En l'occurrence, qui nous a soutenus puisqu'on a emprunté auprès de la CADEC. Effectivement, 40 000 €, on l'a vu, c'est quand même une somme importante. Tout à fait. Et pourtant, vous n'avez pas eu l'idée des difficultés à un moment donné pour faire face peut-être à des problèmes de trésorerie avant même d'ouvrir l'obligation de rembourser naturellement vos échéances, ce que vous honorez. La difficulté aujourd'hui, c'est quoi? C'est peut-être d'obtenir un délai supplémentaire éventuellement avec certains organismes? En l'occurrence, là, c'est vrai que pour la CADEC et pour le Crédit Agricole, ils nous ont vraiment soutenus, puisque le Crédit Agricole, c'est la seule banque à avoir accepté de nous suivre. Nous avions fait d'autres demandes et c'est vrai que le Crédit Agricole nous a suivis, malgré le manque de recul sur cette activité, malgré le fait qu'on s'installe aussi en centre-ville, parce que c'est vrai que pour l'instant, ce qui plaît, c'est de s'installer en dehors de la ville, mais en centre-ville, on vous dit que c'est pas vraiment intéressant. Donc voilà. Et puis après, c'est vrai que la CADEC aussi nous a soutenus, puisqu'elle nous a prêté à hauteur de 40 000 €. Après, c'est vrai que ce qui aurait été génial, ce qui aurait fait vraiment la vraie bouffée d'oxygène, ça aurait été qu'on ait en plus le délai supplémentaire, le délai de 1 an au niveau de la première échéance. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que ça vous fait une vraie oxygène, parce que c'est difficile quand vous ouvrez le temps de lancer son activité, effectivement. Vos objectifs. Vous avez déjà un prêt, en l'occurrence le prêt bancaire à rembourser, plus toutes les charges, plus tout ce que vous n'aviez pas prévu, les impondérables, ce qui est... Et c'est vrai que du coup, ça aurait été en plus génial si on avait eu aussi le délai. Mais en même temps, comme on empruntait 40 000 €, ils nous ont dit, vu le montant... du coup, c'est compliqué pour nous. Je pense qu'en fait, le plus important dans ce que vous racontez, c'est tout simplement le fait d'anticiper et de considérer la trésorerie départ comme un vrai besoin, au même titre que certains investissements matériels. Et donc, le
fait de le prévoir à l'avance dans son business plan. Ça a été fait. Oui, ça a été fait. Ce type d'aide existe-t-il aussi ? Les établissements bancaires ne vous suivent pas forcément. Enfin, ils vous demandent quand même de rembourser le plus tôt possible parce qu'ils ont peur. Claire Cicconi, est-ce que ce type d'aide et de soutien existe pour les entreprises aujourd'hui ? Alors, il existe en termes. Certains organismes de financement prévoient des délais de remboursement différés. Mais la CADEC le prévoit. Voilà. Et donc, du fait qu'on empruntait quand même 40 000 euros, et qu'ils nous suivaient déjà sur cette somme, ils nous ont demandé effectivement je pense que ce que l'on peut dire, c'est que au-delà de votre exemple, Claire Cicconi, justement l'aide à la création d'entreprises, aujourd'hui BGE, c'est quel type d'intervention, auprès de qui et combien d'aide à la création d'entreprises en Corse ? Alors aujourd'hui, BGE permet l'accompagnement d'environ 700 personnes, 700 porteurs de projets, avec un peu plus de 400 créations sur l'ensemble du territoire. Et notre cœur de métier, c'est d'accompagner, de conseiller et de former les porteurs de projets et les jeunes chefs d'entreprise dans toutes leurs démarches, que ce soit l'ingénierie pour la construction du business plan, faire de l'intermédiation pour aider à trouver des financements au niveau de ce qui existe en Corse, donc au niveau de la plateforme Corse Financement soutenue par l'ADEC, que ce soit Corse Active, que ce soit la CADEC, que ce soit Initiative Corse, que ce soit l'ADI. Donc on cherche le meilleur financement pour le porteur de projet en fonction donc, du projet qu'il envisage de créer. Et puis, on vient en contact directement avec vous ou ce sont des personnes, des dossiers que l'on vous transmet via d'autres organismes ? Majoritairement, on nous oriente le public, notamment Pôle emploi, mais aussi nos différents partenaires. Et on accompagne le porteur de projet par la suite de manière individuelle suite à cette orientation. Merci beaucoup d'avoir été toutes les deux nos invités dans cette émission. La force des entreprises, ce sont naturellement des savoir-faire, des compétences, celles des salariés, mais également celles des chefs d'entreprise. Tout au long de l'année, nous avons suivi un jeune apprenti au CFA d'Ajaccio, Thibaut Magnien. En le suivant, nous voulions savoir comment se déroulait cette année de formation entre les cours et l'entreprise. Petit retour en arrière avec Thibaut, notre alternant. Cette année, il a dû déployer des trésors d'énergie pour se préparer aux Olympiades des métiers. Souvenez-vous, le jeune homme de 21 ans avait été sélectionné dans sa catégorie technicien du froid pour cette compétition nationale. Et pour cela, dès le début, il a pu bénéficier d'une préparation solide grâce à François, son formateur. Alors, en général, sinon... On va voir un détail. Là, tu es aux Olympiades. Ouais. Tu perds déjà des points, tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Réfléchis. Tu viens de faire quoi ? Tu as mis les manos ? Ouais. T'as tiré au vide ? Ouais. T'as mis sous pression ? Ouais. Qu'est-ce qu'il manque ? Ça sous pression. T'as mis sous pression de fluide ? Mais il me demande de prendre hors tension. Enfin, à l'arrêt. Hors tension, je suis d'accord, mais quand t'as mis les manos, qu'est-ce que t'as oublié ? Sécurité. Je sais pas. Les gants. Oh putain. Ah non. Ça va, moi je les mettrai la prochaine fois. Alors que le jeune homme s'engageait dans une préparation intensive, parallèlement, il devait aussi faire son trou professionnellement au sein de son entreprise. Une bonne recrue pour son patron, même si en accord avec François, il pouvait encore faire quelques progrès. Bon, là, c'est un peu sécurité individuelle, là, plus que... 75, des fois, il est un peu... Ouais, il est un peu... il est trop impulsif, ouais, il va trop vite dedans. Une impulsivité que Thibaut aura appris à dompter tout au long de l'année. D'autant que son parcours aura été jalonné d'étapes constructives. Déjà, au cœur de l'automne, il se rendait à Paris pour une séance de recoupement avec ses futurs concurrents. C'est un concours, hein, c'est le meilleur qui gagne. Hein. Et il y a l'élec à bûcher, ça c'est important. C'est pas le jour J pendant que vous avez 1 heure là, que le temps il tourne, là, tout ce que ça peut, là, qu'on a l'impression que l'horloge a pris du Red Bull. Là, hein. Pour faire de l'excellence, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que ce soit beau. Parce que déjà, c'est comme un gâteau. Hein. Un gâteau, quand vous le mangez, déjà quand il est beau, il est déjà à moitié bon. C'est l'angoisse. Hein. L'angoisse, pas tout à fait. Car Thibaut, au fil des mois, a largement fait ses preuves en entreprise. Ce jour de janvier, il détectait même une anomalie technique. Tout à l'heure, il y avait les deux là que t'as inversé. Le neutre sur le neutre et la terre avec la terre. Du coup, on finira le système de flotte. Le but, c'est qu'il reste avec moi. Vous avez un CDI ? Oui, bien sûr. C'est prévu. Donc, Thibaut a CDI en septembre, alors ? On verra bien, on espère.
Ou peut-être qu'il se mettra à son compte et qu'il m'embauchera. En mars, enfin, nous retrouvions le jeune homme au parc des expositions de Bordeaux pour le grand moment de vérité. Sérieusement, les gars, faut qu'on motive tout le CFA, les gars. Mais dans ce hall immense et dans une ambiance survoltée, Thibaut se laissait d'abord gagner par le stress. Donc moi, je n'ai pas le droit de lui parler, ce qui est tout à fait logique. Je n'ai pas le droit de m'adresser à mes candidats pendant toutes les épreuves. Je ne peux pas lui poser de questions, je ne peux pas aller le voir, pas possible. Surtout que là, je ne le sens pas dans les bonnes conditions et ça me stresse d'autant plus, quoi, voilà. Et la première journée s'achevait effectivement sur un gros coup de blues. C'est pas grave. Okay. Voilà. Après, c'est 1 point sur 10. Ouais, allez, ça marche. Le lendemain, le jeune homme donnait le meilleur de lui-même dans la dernière ligne droite, rattrapant quasiment tout son retard. Hélas, ce n'était pas suffisant pour l'emporter. Le jeudi, si j'avais pas stressé, si c'était arrivé comme le vendredi, honnêtement, je pense que j'aurais pu avoir cette médaille d'excellence que je n'ai pas eue. La plupart des jurys qui étaient avec moi ont dit s'il avait travaillé comme ça pendant 2 jours et demi, il aurait été largement bien dans le classement, c'est-à-dire dans les 5 premiers. Allez, prenez, il n'y a pas de réflexion, comme d'habitude. Fort de cette expérience, Thibaut se concentre aujourd'hui sur la préparation de ses examens. Et comme d'habitude, il peut compter sur le soutien de François. Stop, c'est fini. Même si les étapes s'enchaînent sans lui laisser trop de répit, Thibaut en est aujourd'hui persuadé. Le temps joue pour lui. Voilà, je me présente, je m'appelle Madame Thibaut. Voilà les Olympiades, mais également le travail au quotidien. Thibaut et son professeur François Dumas nous rejoignent donc maintenant sur ce plateau. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Thibaut, pour commencer, comment avez-vous vécu cette année et au-delà, pourquoi avoir fait le choix de l'apprentissage ? Alors, cette année, elle s'est très bien passée. Je pense que ça va être une très belle année pour moi. Donc, de belles rencontres, les Olympiades. Je pense que mine de rien, c'était un bon challenge qui m'a fait mûrir, même dans ma vie professionnelle. Et pourquoi l'alternance ? On apprend le métier tout en ayant encore une partie théorique. Donc c'est un début pour entrer dans la vie active, je pense. Ça a été un choix pour vous, l'apprentissage ? Oui, c'est un choix parce que faire une formation à l'année à l'école, je dirais, à part faire quelques stages, il n'y a pas non plus de partie, on dira, pratique, on voit vraiment le cas. Tandis que par alternance, on fait moitié dans notre centre d'établissement et moitié en entreprise. François Dumas, est-ce que son parcours est révélateur de ce que vous vivez au quotidien et de l'ensemble des apprentis que vous avez au CFA Ajaccio ? Oui, c'est révélateur. On sent la même motivation en règle générale ? Pas toujours, pas toujours. On sait que l'apprentissage n'a pas toujours bonne réputation, ce qui est malheureux. Mais n'empêche que ce que Thibaut ne dit pas, c'est que dans l'apprentissage, c'est d'abord une chose, c'est l'immersion dans l'entreprise. Et souvent, on s'aperçoit que les jeunes qui arrivent ne connaissent pas bien l'entreprise. Et pouvoir faire cette alternance, c'est une immersion dans l'entreprise tout en apprenant son métier. Alors aujourd'hui, on entend depuis plusieurs années les différents gouvernements qui se sont succédés mettre l'accent ou vouloir mettre l'accent sur l'apprentissage. La réalité, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, l'apprentissage en France, c'est à peu près 6%. En Allemagne, pour le rappeler, c'est souvent le pays qui cite en exemple, c'est aux alentours de 16-17%. Comment vous l'expliquez, vous, ce décalage entre le discours et la réalité ? Je pense qu'il y a des années et des années de mauvaise publicité pour l'apprentissage. Vous savez, il y a quelques années en arrière, on disait encore si tu n'es pas intellectuel, tu iras faire un métier manuel, ce qui m'a toujours un petit peu énervé. Et moi, je parle de l'intelligence des mains. Et effectivement, si on compare à l'Allemagne, on n'est pas vraiment au même niveau. Pourquoi ? C'est notre système qui fait que les métiers dits entre guillemets manuels, sont mal représentés ou mal valorisés. D'ailleurs, si on a accepté de faire cette émission, c'est pour montrer une autre image de l'apprentissage. Et vous avez pu voir un petit reportage qui passait avant, et au fur et à mesure des mois, que
il y a eu une belle aventure quand même là, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites. Et si on est sur des jeunes comme Thibaut, motivés et qui ont fait le choix, on peut encore aller beaucoup plus loin si on veut. Thibaut, tu sens toi aujourd'hui ce décalage justement, peut-être avec certains de tes camarades qui sont peut-être venus vers l'apprentissage par défaut? Ouais, mais je pense que c'est aussi une question de maturité. Maturité, d'envie, et je pense que, comme il disait François, certains viennent faire une formation pour faire quelque chose, c'est pas par choix. Certains, c'est plus pour rester, pour avoir une occupation. Mais après, c'est ça. Moi, pour froid et climatisation, par exemple, pourquoi? Quel a été ton parcours scolaire Mon parcours scolaire, j'ai fait un bac pro électrotechnique au lycée professionnel Jules Antonine. Ensuite, j'ai fait un BTS par alternance au lycée Vitenzini à Bastia. Et en fait, j'étais en alternance dans l'entreprise où je suis actuellement. Et on a fait beaucoup de systèmes frigorifiques. Et mon patron m'a dit, pourquoi pas poursuivre, faire une formation pour avoir cette qualification. Je me suis renseigné auprès du CFA et il y avait cette formation et du coup, j'ai enquillé là-dessus. Aujourd'hui, ça signifie pour Thibaut, pas de difficulté demain pour trouver un emploi et avoir une évolution de carrière aussi? Non, je pense pas. Puis là, d'après ce que nous discutait tout à l'heure, son chef d'entreprise lui a... Enfin, on va pas trop divulgué, mais il lui a promis un contrat à durée déterminée. Un CDI, donc un CDI, une embauche. Une embauche pour être très clair. Et c'est un métier où il y a beaucoup de besoins. Donc son avenir, pour moi, est en plus quelqu'un de sérieux, donc son avenir est assuré, quoi. Il n'y a pas de souci. François Dumas, quels sont aujourd'hui les secteurs en tension, les secteurs où il est difficile de recruter des apprentis? On l'avait tout à l'heure, il y avait nos collègues de l'hôtellerie, ces secteurs difficiles où des fois on a des demandes de chefs d'entreprise et on n'a pas d'apprentis à mettre en face, quoi. Et ça, vous l'attribuez à quoi, ça? Toujours pareil, une mauvaise peut-être image donnée à ce métier. Vous avez pu voir quand on est allé aux Olympiades des métiers. Aux Olympiades des métiers, il y a il y a tous les métiers pratiquement. Il y a l'hôtellerie, il y a beaucoup de monde, mais je sais pas, il y a une mauvaise image une mauvaise représentation de ce métier dans l'hôtellerie, dans le service, et c'est dommage. Alors, il faudrait insérer la découverte de l'entreprise plus tôt, selon vous? Ah oui, on discutait avec un collègue tout à l'heure. Les jeunes ne connaissent pas l'entreprise, et changer la vision de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est très important. Mais moi, quand je dis jeunes, très jeunes, tout à l'heure, il y avait je ne sais pas de quel collège ils étaient, tout à l'heure, qui visitaient le plateau, mais ça serait maintenant, je ne sais pas, ça devait être des CM1 ou CM2 ou des CE1, je ne sais pas. Je pense que très tôt, il faudrait leur parler de l'entreprise. Dernière question, Thibaut. Dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qui va se passer pour toi? À partir de la semaine prochaine, je commence mes examens. Donc j'en ai 2 la semaine prochaine et après, fin mai, début juin. Et après, on verra si j'ai mon diplôme ou pas. Et ensuite, après, le monde de l'entreprise? Mon entreprise, septembre, on aura mon CDI. Et voilà. Alors merci en tout cas d'avoir accepté que l'on puisse te suivre comme ça tout au long de l'année. Merci à vous aussi François Dumas. Et on te souhaite naturellement bonne chance. Dernier regard. Je remercie toute l'équipe de FR3 parce que justement pouvoir réaliser ce reportage tout au long, ça nous a permis de montrer une autre image de l'apprentissage. Donc je voulais vous remercier. Merci à vous surtout de nous avoir permis de vous suivre. Enfin, dernier regard sur l'entreprise, on vient de l'évoquer. C'est celui qui est porté par des collégiens et par leurs enseignants. L'association EPA Entreprendre pour apprendre propose à des élèves de créer justement leur mini-entreprise dès la 3e, une façon de découvrir cet univers et de mettre en pratique autrement ce qu'ils apprennent à l'école. Jean-Pierre, Mathis et Pauline. En septembre, nos collégiens des Padules et toute leur classe de 3e montaient une mini-entreprise. Leur projet, innovant, le Confitrol, un distributeur de confiture qui permet aussi de l'étaler. On met la confiture dans la machine. Et après, on met le pain et on a juste à passer dessus et ça mettra la confiture dedans, sur le pain. C'est ton idée, toi? C'est l'idée du groupe. Pendant des mois, les jeunes ont planché sur les dimensions idéales. On a un rayon de 4 et une hauteur de 5,5. Pauline 3,2 et 5,4. Conséquence, le prototype a subi diverses modifications. Donc vous en êtes où sur le prototype qu'il faudrait créer? On a opté pour une forme cylindrique et avec un assez grand espace pour faire passer la confiture. On a peur qu'on nous pique l'idée
et qu'à un moment donné, on retrouve ce concept sur un autre produit. Si l'idée est peut-être révolutionnaire, elle s'est heurtée à une contrainte majeure de fabrication. L'imprimante 3D faisait brûler le plastique. Conséquence, nos collégiens se sont tournés vers un bureau d'études pour contourner le problème. Quand on choisit des pièces plastiques à Foussoir, on choisit des faibles épaisseurs qui permettent de ne pas accumuler trop de chaleur dans la pièce. L'aventure a permis de révéler des talents insoupçonnés alors que beaucoup de ces jeunes étaient en échec scolaire. S'organiser en service, choisir le nom et les statuts de l'entreprise. En mars, la marraine de la promotion a apprécié les progrès. Là, tu as le service communication marketing qui lui s'occupe de... Donc là, donc, tout ce qui est publicité, etc. Et là, il prépare pareil l'Assemblée générale. Donc là, il travaille sur une banderole. Alors on sent les orientations, l'orientation administrative, l'orientation créative avec les logos, et ils se sont bien organisés pour cela. Cette année, les jeunes sont également allés à la rencontre d'entrepreneurs. Cet hiver, ils visitaient logiquement et compte tenu de leur projet, une entreprise agroalimentaire en région ajaxienne. Nous, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que dans l'entreprise, c'est du collectif et qu'il faut s'exprimer. Donc on attend de vous ça aussi. Il y a une place pour chacun, chacun a son rôle, et un rôle très important d'ailleurs. De celui qui va régler la machine, celui qui va livrer, celui qui va prendre la commande, celui qui va fabriquer. Quelques semaines plus tard, ils franchissaient un nouveau cap. Présenter leur confitrole devant une assemblée de proches et d'investisseurs. Et après quelques recherches pour un contenant, nous avons choisi un contenant en plastique PET, c'est-à-dire plastique souple et recyclable, pour faciliter la pression. Et ça fait une couche propre et dosée, comme on peut le voir. Maintenant que les gens ont vu de quoi on est capable, ils ont plus confiance en nous, en notre projet. Je pense que ça marche, ce prototype il marche et il pourrait se vendre plus facilement parce que tout le monde croit en nous. Une bonne préparation avant de se frotter au concours régional des mini-entreprises à Borgo. Le 23 mai, vous allez être dans une configuration un petit peu différente. Ce sera fin mai. La compétition est organisée par EPA Corsica, Entreprendre pour apprendre. Son émissaire Jean-Baptiste Lanfranc qui est venu prodiguer les tout derniers conseils. Ils sont dans un format contraint de 4 minutes de présentation devant un jury et d'une partie de la matinée de présentation sur stand. Donc il faut qu'ils passent à cette étape en préparant leur support de présentation dans un temps limité. Donc il ne faudra pas dire ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Pas du tout. Là maintenant, c'est vraiment l'entreprise. C'est un autre rôle que vous avez. Souhaitons bonne chance à nos collégiens qui devront se distinguer parmi une quinzaine de concurrents. Difficile pour nous d'accueillir sur ce plateau l'ensemble de la classe de 3e 3 du collège des Padules d'Ajaccio. C'est donc Mathis Cortitiat qui va les représenter ce soir. Il est accompagné de Serge Santounion, chef d'entreprise mais également dirigeant du MEDEF. Et c'est lui qui porte donc ce projet EPA en Corse, Entreprendre pour apprendre. Bonsoir à vous. Mathis, tout d'abord, qu'est-ce que la mini-entreprise t'a apporté dans ton parcours scolaire ? La mini-entreprise m'a apporté beaucoup de confiance en moi et... Est-ce que tu as découvert aussi une autre façon de percevoir l'entreprise ? Quelle image tu avais de l'entreprise, même si tu es jeune, tu es en 3e, mais est-ce que tu te destines à un métier en particulier ? Est-ce que tu as découvert des choses que tu ne soupçonnais pas ? Oui, j'ai découvert beaucoup de métiers en étant dans cette classe, surtout en faisant notre mini-entreprise. Et plus tard, j'aimerais bien faire un bac professionnel en électrotechnique. Serge Santounion, est-ce que l'école, l'éducation nationale est dans son rôle lorsqu'elle fait découvrir l'entreprise par le biais des mini-entreprises ? Bien sûr, et moi je veux rendre hommage à tous les enseignants, au corps des enseignants en général, le rectorat, les académies qui nous accompagnent dans ce projet parce que bien évidemment il y a un moteur qui a été l'esprit d'entreprendre, mais on n'aurait pas pu faire ça sans l'accompagnement et l'abnégation des enseignants. Donc EPA, c'est vraiment l'association du monde de l'entreprise, que ce soit une organisation patronale ou une autre. En l'occurrence, c'est le MEDEF qui l'a lancé en Corse, mais ça aurait pu être une autre organisation.
et le monde de l'entreprise qui se sont donné la main pour créer cette volonté d'avoir des jeunes qui osent et qui prennent confiance en eux et qui demain connaissent l'entreprise, parce que malheureusement le constat est celui-ci, c'est que dans le cadre familial on ne parle pas assez de ce sujet, on parle de beaucoup de choses, on parle beaucoup de choses anecdotiques et autres, mais je pense c'est-à-dire vous avez le sentiment qu'on a encore une vision faussée de l'entreprise, enfin de l'économie et de l'entreprise en particulier. Oui, je pense qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne fait pas assez de pédagogie autour de l'entreprise. Donc on en parle beaucoup au niveau politique. Aujourd'hui, tous les candidats, et même avant cette élection, c'était déjà le sujet, l'entreprise avec tous ses bienfaits, etc. Mais si on ne commence pas à la base, c'est-à-dire au plus jeune âge, à expliquer qu'est-ce qu'est l'entreprise et quel sera l'avenir de chacun d'entre nous, parce que moi je considère que la fonction publique est une entreprise à part entière. Donc on a toujours tendance à dire qu'il y a l'entreprise, le privé, et on oppose ça à la fonction publique. Non, on doit se comporter aussi bien dans la fonction publique que dans le privé, comme un collaborateur d'entreprise, comme un chef d'entreprise. Et nous, on a besoin de cet esprit d'entreprendre. Et quand j'entends Mathis dire qu'il a pris confiance en lui, moi, je suis comblé. Voilà. Et j'espère que chacun de nos mini-entrepreneurs, aujourd'hui, on en a pratiquement 220 qui vont faire la finale régionale. Il y a 4 ans, on n'en avait que 5. Aujourd'hui, on en a 220. J'espère que l'année prochaine, on en aura encore plus. Et encore une fois, c'est grâce à la complémentarité du monde de l'éducation. Ma vice-présidente Nicole Neletas, qui fait un gros travail au niveau du rectorat, le recteur et avant monsieur Michel Barra, tout le monde a compris l'intérêt d'aller parler de l'entreprendre très tôt. Mathis, la semaine prochaine, c'est la finale régionale. Comment vous vous y préparez et qu'est-ce qu'il y aura après ? Comment on s'y prépare ? On y va méthodiquement. Bon, j'arrive pas à le dire. On y va avec de la méthode, donc on essaye de vraiment faire tout dans l'ordre. Et ce qu'il y aura après, c'est si on gagne, on essaiera de monter Enfin non, on va monter, on espère monter au concours national. À Paris, le 1er et le 2 juin. Et ce qu'il faut savoir, Serge, c'est que derrière, ça peut donner lieu à de véritables créations d'entreprises. C'est le cas notamment de ceux qui avaient remporté l'an dernier la finale régionale. Régionale, c'était le Collège Fesch, et qui aujourd'hui, grâce à l'ADEC, et je veux aussi remercier au travers de ce reportage l'ADEC qui nous a accompagnés, qui nous accompagne, et qui a compris la pertinence de cet esprit d'entreprendre en Corse. L'ADEC, par le biais de sa couveuse, a accompagné la mini-entreprise du Collège Fesch qui continue aujourd'hui. La vocation n'est pas forcément de créer une entreprise qui va être pérenne, mais la vocation c'est de créer un esprit d'entreprise. Et encore une fois, on a besoin de collaborateurs et pas forcément que de chefs d'entreprise. Et ces collaborateurs pourront être les repreneurs de demain. Donc voilà, moi la méthode dont parle Mathis, c'est l'équipe de PA, une petite équipe, mais plein de bonne volonté, que je remercie. Je remercie tous les jours ces gens qui s'investissent pour cette mission. Et grâce à cette équipe, on arrive à enfin donner confiance à nos jeunes. Merci Serge Antonion d'avoir été notre invité. Merci à toi Mathis et bonne chance donc pour la finale la semaine prochaine et au-delà pour tes études. Nous arrivons au terme de ce 8e et dernier numéro d'économie de la saison. Merci à l'ensemble des équipes qui nous ont permis naturellement de vous rendre compte de l'économie au quotidien d'une façon et d'un ton différent. Nous l'espérons. On se retrouve au mois de septembre prochain. Bonne soirée à toutes et à tous.